Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous retrouver comme tous les lundis après-midi pour notre rendez-vous politique dans le Grand Journal et chronique qu'on peut suivre sur notre Facebook Live notamment. Deux sujets au sommaire, Alexis, de votre chronique cette semaine. D'abord l'interview de Jean-Louis Debré paru hier dans les colonnes du Parisien. L'ancien ministre de l'Intérieur et président du Conseil constitutionnel estime, je le cite, que les 100 jours d'apaisement n'ont pas été à la hauteur de l'espérance présidentielle et il appelle aussi à retrouver une volonté politique, ce sont ses termes. Alexis, quel constat fait-il de la situation politique du moment alors que la prise de parole d'Emmanuel Macron, annoncée comme prochaine par l'Élysée, se fait encore attendre? Alors justement, on ne peut pas déconnecter cette prise de position d'un des personnages importants de l'État, enfin on peut dire ex-personnage important de l'État puisqu'il était président de l'Assemblée nationale, il a été président du puissant Conseil constitutionnel, c'est un Chiracien, c'est un homme de droite au fond modéré, on peut dire gaulliste modéré, il incarne d'ailleurs, par parenthèse, une droite avec laquelle à terme les macroniens pourraient être tentés de gouverner, c'est une hypothèse, hein. C'est des sensibilités finalement très proches d'une forme d'humanisme gaulliste comme celui de Jean-François Copé. Tout ça est absolument évident. Donc évidemment, sa parole aussi a du poids dans ce contexte-là. Que décrit-il? Il décrit le faux plat politique dans lequel nous sommes engagés depuis maintenant, au fond, la mi-avril en réalité, puisque les 100 jours, ils avaient été décrétés le 17 avril. Après la promulgation de la réforme des retraites. Exactement, avec cette intention du président de la République de se donner un petit peu plus de 3 mois pour à peine plus de 3 mois, pour retrouver une sorte de souffle, de dynamisme, d'énergie politique. Alors, pari perdu selon Debré. En tout cas, selon Debré, le pari serait perdu, et donc le premier niveau de son intervention est en quelque sorte, si vous me passez l'expression, il faut pas se leurrer, de corriger un petit peu la copie du président de la République, avec qui il entretient pas des mauvaises relations, mais en même temps, en politique, comment vous dire, on se fait jamais de cadeaux en réalité. Bon, et donc c'est une voix qui est particulièrement écoutée par Emmanuel Macron, de ce qu'on peut en savoir. Alors, je voudrais pas, si vous voulez, comment vous dire, survendre l'écoute dont il peut bénéficier. Néanmoins, dites-vous bien quand même que, en règle générale, ces ex-hauts personnages de l'État qui représentent quelque chose, alors pas forcément d'ailleurs en termes d'opinion, il n'a pas probablement des millions de followers comme Nicolas Sarkozy, mais il représente quelque chose dans la République, dans les institutions de la République, dans le giron de la République. Et donc, c'est vrai que quand il dit sans tirer à vue, parce que c'est une réflexion nuancée comme il est, mais quand il dit dans les colonnes du Parisien que les 100 jours n'ont pas été à la hauteur de l'attente du président de la République, dites-vous bien qu'il entre en consonance avec les interrogations profondes, intimes on pourrait dire, qu'Emmanuel Macron ressent lui-même. D'ailleurs, nous sommes dans une sorte de faux plat, mais le faux plat peut se transformer si on n'en sort pas en une forme d'ornière politique, ne nous leurrons pas. Vous avez commencé cette chronique, et c'est tout à fait symptomatique, par la situation dans laquelle de nombreux Français, à tort ou à raison, mais attendent une prise de parole du président de la République qui, si j'ose dire, reviendrait pour débriefer ce qui s'est passé lors des émeutes, même si... Alors que le président de la République n'a pas pris la parole le 14 juillet. Alors, donc, ouvrons une parenthèse, après on revient à Debré. Mais évidemment, on peut penser aussi que Debré, quand il prend la parole dans Le Parisien, sait aussi, parce que c'est un fin politique, je ne l'ai jamais sous-estimé, nous l'avons reçu régulièrement à Radio J, c'est un homme très fin et intelligent. Il sait aussi que le président de la République est attendu par les Français pour une prise de parole, mais que ça n'est pas uniquement pour des raisons d'ordre psychologique qu'il l'ajourne. Je m'explique très rapidement. Oui, il y a vraisemblablement dans une prise de parole, si elle devait avoir lieu sur ce sujet, disons, inflammable, des émeutes et de leur suite, il y a l'obligation de prendre au fond, d'une certaine manière, position. Il y a un débat, vous le voyez bien, culture de l'excuse, interprétation civilisationnelle. Le président rejette peut-être les deux, mais s'il prend la parole, il sera obligé de renvoyer dos à dos les deux grilles de lecture, disons, majoritaires qui se font face. La grille, en gros, de la droite républicaine, LR plus Reconquête, et la grille de gauche qui insiste sur le fait que les banlieues sont abandonnées. Vous pensez bien qu'une telle prise de parole constitue politiquement un enjeu dangereux, car on se fait des ennemis chaque fois qu'on essaye, pour reprendre une formule célèbre que Mitterrand aimait citer, sortir de l'ambiguïté, c'est toujours à ses dépens. Et donc, effectivement, Debré le sait. Et il appelle le président de la République à retrouver, j'allais dire, la deuxième dimension plus profonde, plus métapolitique, si vous m'y autorisez. Il appelle le président de la République à retrouver le sens de la conflictualité politique.
Que dit-il au fond? J'interprète ses propos, il nous dit, nous avons une Macronie qui est un petit peu en suspens, c'est-à-dire c'est comme un moteur qui serait arrêté en quelque sorte. Vous voyez, l'avion continue de voler, mais il va progressivement perdre de l'altitude et de la vigueur. Et donc il faut bien remettre les moteurs en marche. Comment on fait pour remettre les moteurs en marche? En se tournant vers le souverain suprême, à savoir les électeurs et les citoyens. Donc il n'a pas oublié, de ce point de vue-là, Jean-Louis Debré n'a vraisemblablement pas oublié qu'il était gaulliste et que le général de Gaulle, parfois d'ailleurs à ses risques et périls, a choisi de consulter le peuple. Et donc il lui propose au fond une solution très gaulliste dans l'esprit, sachant que c'est un salto mortal et c'est un qui tout double. Hein. Dissolution, référendum. Quand vous faites l'un ou l'autre ou les deux, de toute façon, par définition, vous redemandez la confiance au peuple et il y a le risque que la réponse du peuple soit négative. Mais au fond, il l'accule à une position de courage politique. Ne nous leurrons pas, allons droit au but. Qu'est-ce que ça cache, Steve? Parce que c'est avant de passer au second sujet, Alexis. Évidemment, qu'est-ce que ça cache? Vraisemblablement, le fait que nous avons une gauche et une droite qui aujourd'hui se recomptent. Alors elles savent bien que pour l'instant le macronisme existe, elles savent bien que cette grande force centrale est loin d'être disloquée naturellement, mais elles veulent peser sur cette force centrale. C'est évidemment dans l'après 2027. Oui, mais si vous voulez, ça commence maintenant. Et c'est dans cet horizon-là qu'il faut interpréter la prise de parole assez forte de Jean-Louis Debré, quoi qu'on pense par ailleurs de ses préconisations. Mais là, on fait une interprétation politique. Et évidemment, il s'inscrit dans la mouvance de tous ceux de droite républicaine, on pense à Jean-François Copé notamment, qui aimeraient bien devenir des conseillers plus actifs du président de la République et infléchir la ligne politique de son gouvernement dans le sens des intérêts bien compris de la droite républicaine qui souhaite co-gouverner avec la Macronie. Alexis, il nous reste 1 minute 30 pour un sujet important. On se penche avec vous sur la disparition de Milan Kundera. Le romancier tchèque s'est éteint mercredi à l'âge de 94 ans. Et l'auteur de L'insoutenable légèreté de l'être a forgé un concept qui, selon vous, est particulièrement opératoire, notamment pour penser à la fois le destin juif, mais aussi celui de la France, à savoir celui de petite nation. Ce concept, je rends à César ce qui appartient à César, si j'ose dire. C'est Finkielkraut qui me l'avait fait découvrir dans les années 90, quand nous sommes devenus amis. À l'époque, j'étais étudiant. Il m'a dit, lis L'Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. Texte de 83. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas de possibilité de le lire. Dans lequel Milan Kundera, grand émigré tchèque, ne revenons pas là-dessus, explique pourquoi il a une dilection particulière pour le peuple juif. Je m'explique. Je les aime et je tiens à leur héritage avec passion et nostalgie, comme si c'était mon propre héritage personnel. Donc ça, c'est dans L'Occident kidnappé. Mais 40 ans après, je propose que on relise cette conceptualité, l'élaboration de cette notion sous la plume de Milan Kundera pour penser aussi une situation qui, entre-temps, est devenue une autre situation. Nous avons 30 secondes. Je sais que le réalisateur est impatient que nous rentrions en antenne et je le comprends. Et je le comprends. Benjamin fait son travail. En France, aujourd'hui, par bien des aspects, le concept de petite nation est peut-être plus opératoire qu'il ne semble. D'ailleurs, je pense... Pour quelle raison ? À la fin de sa vie, je pense que Milan Kundera, qui était un conservateur conséquent, j'ai pas dit réactionnaire, j'ai dit conservateur, il se posait la question. Il se disait, au fond, est-ce que la France est si assurée d'elle-même ? Je veux dire, de son avenir, comme entité politique cohérente et cohésive. Ça fait d'ailleurs le lien avec ce que nous avons dit avant, sur une des interprétations possibles, civilisationnelles des émeutes. Eh bien, effectivement, ce concept des petites nations peut aujourd'hui être interrogé et jusqu'à un certain point appliqué à des entités politiques qui en apparence ne sont pas des petites nations, mais qui sont, j'allais dire, comme Israël, aujourd'hui soumise à une fragilité, à une vulnérabilité existentielle qui, par certains aspects, est aussi poignante que celle des, entre guillemets, petites nations historiques, c'est-à-dire de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie. Nous en certainement tout à l'heure, cher Alexis, avec le grand rabbin Gilles Bardem qui a fréquenté également et étudié avec Milan Kundera. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut écouter cette intervention sur radioj.fr, mais aussi en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous, Alexis. Bon après-midi à vous.